Mes parents ont secrètement copié les clés de mon appartement et Y ont installé ma sœur pendant que j'étais au travail. Alors, j'ai passé un seul appel qui les a tout menottés. Mes parents ont secrètement fait un double des clés de mon appartement et y ont fait emménager ma sœur pendant que j'étais au travail. Alors, j'ai passé un seul appel qui les a tous fait menotter. Je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, et je suis absolument furieuse en ce moment. J'ai besoin de vider mon sac parce que je n'arrive sincèrement pas à croire ce que ma famille m'a fait. Je suis assise dans mon appartement depuis 3 heures à regarder les nouvelles serrures que je viens de faire installer, et je tremble encore de colère. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je travaille comme directrice marketing et je vis de manière autonome depuis l'âge de 22 ans. J'ai acheté mon propre appartement il y a 2 ans dans le centre-ville de Lyon. Aucune aide de ma famille, juste mes propres économies et un prêt immobilier que je rembourse moi-même. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. J'ai travaillé incroyablement dur pour l'obtenir, en faisant des semaines de 60 heures et en me nourrissant de kebabs pour économiser pour l'apport. Ma sœur Chloé, 27 ans, est l'enfant chéri. Elle l'a toujours été. Pendant que je me frayais un chemin à travers l'IUT puis l'université Lyon 2, elle a obtenu une bourse complète pour une grande école de commerce grâce à nos parents, Gérard, 55 ans, et Hélène, 53 ans. Quand elle a obtenu son diplôme en histoire de l'art, ils lui ont acheté une Renault Clio neuve. Quand elle n'a pas trouvé de travail dans son domaine, ils l'ont laissée revenir vivre à la maison sans payer de loyer. Quand elle a finalement décroché un emploi à temps partiel dans une boutique de luxe, ils ont célébré comme si elle avait gagné un prix Nobel. Je ne lui en veux pas pour ce soutien. Vraiment pas. Ce qui me dérange, c'est la comparaison constante et l'attente que je sois aussi généreuse avec elles qu'ils le sont. Amélie gagne bien sa vie, disent-ils. Amélie n'a pas d'enfant dont elle doit s'inquiéter, disent-ils. Amélie devrait aider la famille, disent-ils. Il y a 3 semaines, la situation de colocation de Chloé est tombée à l'eau. Elle vivait avec son petit ami Théo, mais ils ont rompu après qu'elle a découvert qu'il la trompait avec sa collègue. Au lieu de retourner vivre chez nos parents, elle a décidé qu'elle avait besoin d'indépendance et a commencé à chercher un appartement. Le problème, c'est que son travail à temps partiel dans une boutique ne couvre pas exactement les prix des loyers à Lyon. Mes parents m'ont appelé il y a 2 semaines avec leur solution. Chloé resterait avec moi temporairement pendant qu'elle cherchait un logement. J'ai dit, absolument pas. Mon appartement est mon sanctuaire. Je travaille de la maison 3 jours par semaine. J'ai ma routine, mon espace organisé exactement comme je l'aime. Et franchement, Chloé et moi avons des modes de vie très différents. Elle est bordélique, bruyante et n'a aucune notion des limites. La dernière fois qu'elle est venue pour un week-end, elle a mangé toute ma préparation de repas, a laissé des taches de mascara sur le comptoir de ma salle de bain et a invité des amis jusqu'à 3 heures du matin un dimanche soir. Je pensais avoir été clair, limpide. J'ai dit non à plusieurs reprises et j'ai proposé de l'aider à chercher des endroits abordables à la place. J'ai même proposé de lui prêter de l'argent pour un dépôt de garantie sous forme de prêt avec une reconnaissance de dette. Mais non, ce n'était pas assez bien pour mes parents. Ils ont insisté sur le fait que la famille s'entraide et que j'étais égoïste avec mon espace supplémentaire. Pour le contexte, j'ai un appartement de 3 pièces. La 2e chambre est mon bureau à domicile où je travaille littéralement et où j'ai des milliers d'euros d'équipement. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer. Passons à hier. Je suis rentré de mon cours de yoga vers 19 h pour trouver Chloé dans mon salon, entourée de cartons et de valises. Elle était littéralement en train de déballer ses affaires dans mon appartement. Mes parents étaient là aussi, l'aidant à emménager, agissant comme si c'était tout à fait normal. Je ne peux pas décrire adéquatement la fureur que j'ai ressentie à ce moment-là. La violation, le manque de respect total et absolu. Quand j'ai exigé de savoir ce qui se passait, ma mère, Hélène, a juste souri et a dit « Nous savions que tu finirais par accepter en voyant à quel point Chloé en avait besoin. » Mon père, Gérard, a ajouté « Ne sois pas dramatique, Amélie. C'est juste temporaire. » Chloé, pendant ce temps, parlait déjà de la façon dont elle allait égayer mon espace professionnel ennuyeux et comment nous pourrions passer du temps complice entre sœurs. Elle avait déjà mis ses articles de toilette dans ma salle de bain et accroché ses vêtements dans le placard de mon bureau. Je leur ai dit à tous de sortir immédiatement. Ma mère a essayé de me faire culpabiliser, disant que j'étais cruel envers ma sœur dans son moment de besoin. Mon père a essayé d'être sévère, me disant que cela se produirait que je le veuille ou non.
Chloé s'est mise à pleurer, disant que j'étais méchante et qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais voici le clou du spectacle. Voici ce qui m'a mise dans une rage aveugle. Ma mère a alors dit, eh bien, peu importe ce que tu dis. Nous avons fait faire des doubles de tes clés pour Chloé. Elle fait partie de la famille et c'est ce qui va se passer. Ils avaient fait faire des doubles de mes clés. Apparemment, ils avaient pris ma clé de secours lors de leur dernière visite. Je la gardais dans un tiroir de cuisine pour les urgences et je leur avais fait entièrement confiance. Ils ont donné à Chloé son propre jeu de clés et en ont gardé un pour eux. Ils ont littéralement planifié cela dans mon dos, sachant que je dirais non, et ont décidé de passer outre mon autonomie d'adulte. J'ai pété les plombs. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 10 minutes pour tout sortir de mon appartement où j'appelais la police. Mon père a ri et a dit que je n'appellerais pas les flics pour la famille, alors je l'ai fait. J'ai appelé le 17 sur le champ et j'ai signalé une violation de domicile en cours. Ça les a fait bouger. Au moment où la police est arrivée, ils étaient en train de recharger les affaires de Chloé dans leur Peugeot 3008, ma mère pleurant sur la façon dont je déchirais la famille. J'ai expliqué la situation aux policiers. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose puisque techniquement aucun délit n'avait été commis. Ils avaient une clé, même si elle avait été obtenue sans permission. Mais ils ont dit à ma famille de partir et de ne pas revenir sans ma permission. Les policiers m'ont également recommandé de changer mes serrures immédiatement et d'envisager des caméras de sécurité. C'est donc exactement ce que j'ai fait. Hier soir, j'ai appelé un serrurier d'urgence et j'ai fait changer toutes les serrures, portes d'entrée, portes de service, même les fenêtres. Ça m'a coûté 400 €, mais ça valait chaque centime. Ce matin, j'ai installé une sonnette connectée et des caméras de sécurité couvrant toutes les entrées. J'ai également appelé le syndic de mon immeuble et j'ai explicitement révoqué toute autorisation pour les membres de ma famille d'accéder à l'immeuble ou à mon appartement pour quelque raison que ce soit. Puis j'ai envoyé le message qui allait déclencher une guerre mondiale. J'ai envoyé un SMS de groupe à mes parents et à Chloé avec une photo des nouvelles serrures et un message clair. J'ai changé toutes les serrures et installé des caméras de sécurité. Toute tentative d'entrer dans mon appartement sans ma permission explicite sera considérée comme une violation de domicile et sera suivie d'une action en justice. Je suis également prête à demander une ordonnance d'éloignement si nécessaire. Ce que vous avez fait n'était pas seulement irrespectueux. C'était une violation de ma vie privée, de mon autonomie et de mes droits en tant qu'adulte. Je paie pour cet appartement. Mon nom est sur l'acte de propriété. Vous n'avez aucun droit de prendre des décisions sur qui vit ici. Chloé, je suis désolé que ta situation de logement soit tombée à l'eau, mais cela ne te donne pas droit à mon espace. Maman et papa, votre favoritisme et votre manipulation sont allés trop loin cette fois. Tant que vous ne pourrez pas respecter mes limites et vous excuser pour cette violation massive, nous n'avons rien à nous dire. Les réponses ont été immédiates et prévisibles. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant que j'étais cruel et que la famille ne se traite pas de cette façon. Mon père a envoyé un long texto sur sa déception face à mon égoïsme et sur le fait qu'il m'avait mieux élevé que ça. Chloé a publié sur Instagram que certaines personnes oublient d'où elles viennent et tournent le dos à leur famille quand elles réussissent un peu. Mais je m'en fiche. J'en ai fini. J'en ai fini d'être la personne responsable qui doit se sacrifier pour quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. J'en ai fini avec la manipulation et les chantages affectifs de mes parents. J'en ai fini de voir mes limites piétiner au nom de la famille. Mon téléphone n'arrête pas de sonner avec des appels et des textos de la famille élargie. Apparemment, mes parents ont appelé tout le monde pour leur raconter leur version des faits où je suis la méchante qui a jeté sa pauvre sœur à la rue. Des cousins, des tantes et des oncles m'ont tous envoyé des messages pour me dire que je devrais avoir honte de moi. Ma tante Dorothée a même dit, « Tes parents voulaient juste aider Chloé, et tu agis comme s'ils avaient commis un crime. » Oui, Dorothée. S'introduire dans la maison de quelqu'un et y faire emménager une personne contre sa volonté est un délit. Ça s'appelle une violation de domicile et potentiellement une effraction, peu importe le lien de parenté. J'ai dû mettre mon téléphone en silencieux et configurer une réponse automatique expliquant que je prenais une pause du drame familial et que je répondrais quand je serais prête. La seule personne qui m'a soutenu est mon cousin Thomas, qui a vécu quelque chose de similaire avec ses parents qui essayaient de faire emménager son frère chez lui sans permission. Il m'a dit de rester forte et que j'avais fait ce qu'il fallait. Je suis assise ici maintenant dans mon appartement avec mes nouvelles serrures, sachant que j'ai fait ce qu'il fallait, mais en me sentant horriblement mal. Une partie de moi se demande si j'ai surréagi,
mais ensuite je me souviens être rentré chez moi pour trouver quelqu'un en train d'emménager littéralement dans mon espace sans mon consentement, et la colère remonte. Il ne s'agit pas du fait que Chloé a besoin d'aide. J'ai proposé de l'aider de manière à respecter mes limites. Il s'agit de mes parents qui pensent qu'ils peuvent contrôler ma vie et ma propriété parce qu'ils sont mes parents. Mais je savais qu'ils n'allaient pas abandonner si facilement. Je savais qu'ils allaient intensifier les choses, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si vite ou de manière si dramatique. Je fais une mise à jour parce que j'ai besoin de documenter cette folie. Et honnêtement, j'ai besoin de soutien parce que je fais face à un niveau de folie familiale que je n'aurais jamais cru possible. Vous vous souvenez des caméras de sécurité que j'ai installées? Les meilleurs 300 € que j'ai jamais dépensés. Elles ont déjà été rentabilisées d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. 2 jours après ma confrontation initiale, je travaillais de la maison quand j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai affiché le flux de la caméra pour voir Chloé à ma porte avec ce qui ressemblait à un serrurier. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai immédiatement commencé à enregistrer sur mon téléphone comme sauvegarde et j'ai appelé le 17 pour signaler une tentative d'effraction en cours. Je me suis ensuite approché de ma porte sans l'ouvrir et j'ai crié « Chloé, tu es filmée. Je te vois. » Pars immédiatement ou je porte plainte. Le serrurier avait l'air confus et a demandé à Chloé si c'était sa résidence. Elle a effectivement dit oui. Elle lui a dit qu'elle avait été mise à la porte par sa colocataire après une dispute et qu'elle devait rentrer dans notre appartement. J'ai ouvert la porte juste assez pour montrer au serrurier ma carte d'identité et mon bail. C'est mon appartement. Seul mon nom est sur le bail. Elle ne vit pas ici et n'a jamais vécu ici. C'est ma sœur qui essaie de s'introduire chez moi. Le serrurier s'est immédiatement retiré, s'excusant et disant qu'il avait été trompé. Il est parti malgré les supplications de Chloé. Chloé a alors piqué une crise monumentale dans mon couloir. Elle criait que je ruinais sa vie, qu'elle n'avait nulle part où aller, que j'étais une sœur terrible. Elle s'est assise devant ma porte et a refusé de bouger, disant qu'elle resterait là jusqu'à ce que je la laisse entrer. Je lui ai donné un dernier avertissement de partir, puis j'ai de nouveau appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, les mêmes qu'auparavant en fait, Chloé a essayé de jouer la victime, disant que nous avions eu un différend de colocation et que je l'avais expulsée illégalement. Heureusement, j'avais tout documenté. Le bail, les images de sécurité, le rapport de police précédent. Les policiers ont dit à Chloé qu'elle commettait une violation de domicile et qu'elle devait partir. Ils l'ont également averti que si elle revenait, elle serait arrêtée. Mais attendez, ça s'améliore. 1 heure après le départ de Chloé, mes parents sont arrivés. Ils n'ont pas essayé d'entrer. Ils avaient appris la leçon. Mais ils sont restés devant ma porte pendant 20 minutes, ma mère, Hélène, criant à travers la porte que je détruisais la famille, que Chloé logeait dans un hôtel à cause de moi. Un mensonge. Elle est de retour chez eux. Et comment ils n'auraient jamais pensé élever une fille aussi sans cœur? Mon père, Gérard, a essayé une approche différente, disant que si je n'aidais pas Chloé, il ne me pardonnerait jamais et je serais morte pour eux. Il a littéralement dit, tu choisis ton précieux appartement plutôt que ta famille. Quand nous ne serons plus là, tu le regretteras. J'ai tout enregistré avec ma caméra de porte. Chaque mot, chaque chantage affectif, chaque tactique de manipulation. C'est là que j'ai su que je devais prendre l'option nucléaire. Quand ils sont enfin partis, je leur ai envoyé une lettre de mise en demeure que mon ami avocat Daniel m'avait aidé à rédiger. Elle stipulait que toute nouvelle tentative d'entrer dans ma propriété ou de me harceler entraînerait des poursuites judiciaires. L'explosion familiale qui a suivi a été nucléaire. Mon téléphone a explosé de messages de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. La version que mes parents racontaient était que j'avais rendu Chloé sans abri et que j'avais appelé la police contre elle pour avoir simplement demandé de l'aide. Ils ont commodément omis la partie où elle a essayé de s'introduire avec un serrurier ou leur précédente entrée forcée. Ma tante Karine m'a appelé en hurlant à propos des valeurs familiales. Mon oncle David a envoyé un long email sur la façon dont le succès m'était monté à la tête. Des cousins que je connais à peine commentaient les publications Facebook de Chloé, me qualifiant de sans cœur et d'égoïste. Chloé elle-même a posté une photo d'elle en pleurs avec la légende, quand ta propre sœur te traite moins bien qu'un étranger le ferait. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure intéressante. Mon cousin Thomas, celui qui m'avait soutenu, a commenté la publication de Chloé avec des captures d'écran de mes images de sécurité. Chloé avec un serrurier,
mes parents me harcelant à ma porte. Il a écrit, peut-être devrais-tu raconter toute l'histoire, Chloé. S'introduire dans la maison de quelqu'un, ce n'est pas demander de l'aide. La section des commentaires a explosé. Certains membres de la famille ont persisté, disant que j'aurais dû la laisser entrer de toute façon. D'autres ont commencé à remettre en question la version qu'on leur avait servie. Quelques-uns m'ont contacté en privé pour s'excuser d'avoir tiré des conclusions hâtives et pour me demander ma version des faits. J'ai commencé un dossier documentant tout. Chaque texto, chaque email, chaque publication sur les réseaux sociaux, toutes les images de sécurité. Mon ami avocat Daniel dit que j'ai assez d'éléments pour une ordonnance d'éloignement si je le souhaite, surtout avec la tentative d'effraction de Chloé et le harcèlement continu de mes parents. Hier, le service des ressources humaines de mon lieu de travail m'a appelé. Apparemment, ma mère avait trouvé leur numéro et les avait appelés pour leur dire que je traversais une crise de santé mentale et que j'avais besoin d'aide. Elle leur a dit que j'agissais de manière erratique et que je coupais les ponts avec ma famille sans raison, suggérant que je pourrais être un danger pour moi-même ou pour les autres. Heureusement, mon patron me connaît bien et a reconnu qu'il s'agissait de harcèlement. Mais j'ai dû expliquer la situation et fournir des documents prouvant que j'allais bien et que j'étais harcelé par ma famille. C'était la goutte d'eau. J'ai officiellement demandé des ordonnances d'éloignement contre 3. J'ai également envoyé une lettre formelle à ma famille élargie avec les images de sécurité et une chronologie des événements, indiquant clairement que toute personne qui continuerait à me harceler en leur nom serait également exclue de ma vie. Leurs sbires se sont pour la plupart retirés, bien que je reçoive encore des messages passifs-agressifs occasionnels. Chloé a lancé une cagnotte Litchi pour sa situation de logement d'urgence, affirmant qu'elle a été rendue sans abri par sa famille. Elle a récolté 200 €, principalement de ses amis qui ne connaissent pas toute l'histoire. Ma santé mentale en a pris un coup. Je ne dors pas bien. Je sursaute à chaque notification, et j'ai dû prendre quelques jours de congé pour m'occuper des affaires juridiques, mais je ne regrette pas d'avoir tenu bon. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement allait devenir un cirque. L'audience a eu lieu hier matin, et ma famille en a fait un véritable cirque. Ils sont tous venus, non seulement mes parents et Chloé, mais aussi mes tantes Dorothée et Karine, mon oncle David et plusieurs cousins. Ils avaient clairement coordonné leur tenue pour ressembler à une famille en deuil, tous en noir comme s'ils assistaient à un enterrement. Chloé a été la première à la barre et a raconté une histoire larmoyante sur la façon dont je lui avais promis qu'elle pourrait rester avec moi, puis que j'avais changé d'avis et l'avais mise à la porte, la laissant sans abri et sans ressources. Elle a pleuré sur commande, affirmant qu'elle était si désespérée qu'elle voulait juste me parler à travers la fenêtre. Quand mon avocat a présenté les images de sécurité la montrant avec le serrurier, elle a prétendu qu'elle essayait juste de rendre un outil que je lui avais prêté. Le visage du juge était impayable. Ma mère, Hélène, a témoigné que j'étais mentalement instable ces derniers temps, que je coupais les ponts avec la famille sans raison et que j'agissais de manière paranoïaque. Elle a suggéré que je pourrais être sous l'emprise de drogue ou avoir une crise psychologique. Quand mon avocat l'a interrogée sur la fabrication de doubles de mes clés sans ma permission, elle a dit que c'était juste ce que font les familles et qu'elle s'inquiétait pour ma sécurité. Mon père, Gérard, a essayé de jouer le patriarche sévère, disant que c'était une affaire de famille qui n'avait pas sa place au tribunal et que je jetais la honte sur notre nom de famille en étalant des différends privés. Il a dit au juge qu'en tant que mon père, il avait le droit d'accéder à ma maison pour vérifier mon bien-être. Le juge a dû lui expliquer que l'autorité parentale ne s'étend pas à la violation de domicile chez les enfants majeurs. Quand ce fut mon tour, j'ai tout présenté chronologiquement. Les textos, les emails, les images de sécurité, les rapports de police, le harcèlement au travail. Mon avocat avait tout organisé en une chronologie claire qui montrait un schéma de harcèlement croissant et de tentatives d'entrée illégale. Le juge a demandé directement à Chloé si elle avait déjà vécu dans mon appartement ou si elle avait une quelconque revendication légale de résidence là-bas. Elle a essayé d'esquiver la question, mais a finalement dû admettre que non, elle n'y avait jamais vraiment vécu. Le juge a ensuite demandé à mes parents s'ils avaient fait des doubles de mes clés sans ma permission. Ils ont essayé de se justifier, mais ont dû admettre que oui, ils l'avaient fait. Le juge a accordé les 3 ordonnances d'éloignement, pour une durée de 2 ans pour chacun d'eux. Ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 150 mètres de mon domicile ou de mon lieu de travail, ne peuvent pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers, et ne peuvent pas publier de messages à mon sujet sur les réseaux sociaux. Le juge a spécifiquement noté que l'escalade, de la copie de clés non autorisée à la tentative d'effraction, montrait un schéma dangereux qui justifiait les mesures de protection. La salle d'audience a explosé.
Ma mère s'est mise à hurler que je la tuais, qu'elle ne reverrait plus jamais sa fille. Mon père m'a qualifié de honte pour le nom de la famille. Chloé a crié que j'avais ruiné sa vie et qu'elle me le ferait payer. Le juge a dû les menacer d'outrage au tribunal pour les faire partir. Alors qu'ils partaient, ma tante Dorothée a dit à voix haute, « J'espère que tu es contente. Tu as détruit cette famille. » Mon cousin Thomas, qui était venu me soutenir, a répondu, « Non, ce sont eux qui l'ont détruite quand ils ont essayé de s'introduire chez elle. Elle a simplement refusé d'être une victime. » Mais l'histoire n'était pas encore terminée. 3 mois plus tard, je ne prévoyais pas de faire une nouvelle mise à jour, mais quelque chose d'important s'est produit qui ressemble à la justification ultime de tout ce que j'ai fait pour me protéger. Après que les ordonnances d'éloignement ont été accordées, la vie est devenue paisible, merveilleusement, magnifiquement paisible. Je pouvais rentrer chez moi sans anxiété. Je pouvais travailler sans vérifier mes caméras de sécurité toutes les heures. Je pouvais exister sans les chantages affectifs et la manipulation constante. Environ 6 semaines après les ordonnances, j'ai reçu un appel du parquet. Vous vous souvenez quand j'ai surpris Chloé en train d'essayer de s'introduire avec des outils? Ils engageaient des poursuites pénales, violation de domicile et tentative de cambriolage. Les images de sécurité étaient d'une clarté cristalline, et avec mon témoignage et le schéma de harcèlement, ils estimaient avoir un dossier solide. Chloé pensait apparemment que les ordonnances d'éloignement signifieraient que les poursuites pénales disparaîtraient. Elle avait tort. Lorsqu'elle a été formellement mise en examen, elle a perdu son emploi à la boutique. Il s'avère qu'avoir une mise en examen pour tentative de cambriolage ne fait pas bonne impression dans le commerce de détail. Le procès a eu lieu la semaine dernière. J'ai témoigné sur le schéma de harcèlement, la copie de clés non autorisées, les multiples tentatives d'effraction. L'accusation a présenté toutes les images de sécurité, les rapports de police, la documentation du comportement de plus en plus grave. La défense de Chloé était essentiellement qu'elle était désespérée et voulait juste me parler. Son avocat a soutenu qu'elle avait peur d'être dehors la nuit. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation.